Aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast parce qu'on a créé notre société Siam Expat, tous les deux, il y a maintenant 1 an. On souhaite faire avancer un petit peu les choses. Mhm. Si on fait une rapide présentation, donc moi je suis Audrey, j'ai 32 ans. Je suis mariée à Kanchai depuis 6 ans bientôt. On s'est rencontrés en France. On a eu 2 enfants ensemble. Donc, nos filles sont toutes les 2 nées en France. Mm. Et on a décidé de déménager en 2023 pour venir s'installer à Bangkok, en Thaïlande, tous les 4. Voilà. Donc moi, c'est Cannes. J'ai 38 ans, bientôt 39 cette année. Et donc, je suis directeur général dans un cabinet d'avocats international ici à Bangkok. Et en parallèle, nous avons, avec Audrey, comme elle a bien dit, lancé l'entrepreneuriat, en fait, donc qui s'appelle Siam Expat. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Et comme elle a si bien dit, nous accompagnons les Français, les francophones, euh, même autres nationalités, à venir s'installer, à se déraciner d'abord de leur pays et venir s'installer ici en Thaïlande. Alors, on a décidé de créer ce projet tous les deux parce que Kanchai, il est franco-thaïlandais, donc ce qui facilite pas mal de choses au niveau des démarches ici en Thaïlande. On va pas se mentir, quand quelqu'un parle le thaïlandais, c'est beaucoup plus facile de se faire des contacts et c'est beaucoup plus facile de trouver des services à des prix plus attractifs pour les étrangers. Local, ouais. Voilà, des prix, Un des peu prix plus pour locaux, oui. locaux. Tout à fait. Tout d'abord, je suis né ici à Bangkok. Donc, je suis thaïlandais, comme Audrey l'a bien dit. Jusqu'à l'âge de 12 ans, en fait, c'est là où je suis parti en France. J'ai suivi ma mère, qui s'est, elle, mariée avec un Italien qui habite en France. Mais il tenait à dire qu'il est italien, même s'il parlait pas italien. Et donc, mon enfance, on va dire, sur la partie thaïlandaise, j'habitais pas à Bangkok, même si je suis né à Bangkok, parce que je suis issu d'une famille qui est, on va dire, Pauvre. ouais, pauvre, mais je cherchais un autre mot, je trouve plus comment on dit. Et nous habitons dans le nord, et c'est ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 12 ans, justement. Et seulement après que j'ai accompagné ma mère, comme je disais, en France. Et là, à l'âge de 12 ans, on m'avait mis, je crois, en CE1. Le premier jour, c'était en CE1, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais au moins 4 ans d'écart par rapport à mon âge, ou même plus. Et au bout de 5e jour, les professeurs, ils ont décidé, en fait, de me mettre avec les gens de mon âge. Donc, à l'époque, c'était CM2. CM2 ou 6e, je ne m'en souviens même plus, ça craint. Et c'est comme ça que j'ai suivi ma scolarité en France et que j'ai grandi en France. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai étudié à Auxerre, dans une école d'ingénieur à Auxerre. Et puis, je suis parti à 3 ans à Paris, 3 ans à Bruxelles. Et je suis revenu au Creusot pour travailler chez Alstom en tant qu'ingénieur ferroviaire. Et c'est là où j'ai rencontré Audrey. Si on parle de la création de Siam Shop, vous aurez compris que ça vient en partie de notre histoire de famille, mais aussi de l'histoire de Kanchai, parce qu'il est le mieux placé pour parler d'expatriation, étant donné qu'il est parti quand il était enfant. Thaïlande-France, et ensuite avec les enfants, on a fait France-Thaïlande. Donc on connaît assez bien les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc moi, plutôt d'un point de vue par rapport à mes enfants, et Kanchai, il l'a vécu lui-même, et en plus, il le vit avec ses enfants. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est lancé dans ce service d'expatriation, pas seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les familles. Parce qu'on sait qu'on va se poser beaucoup de questions, notamment sur la scolarisation des enfants, comment les enfants vont pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, à une nouvelle langue. Toutes ces questions, on se les est posées avant de partir. Ça a pesé dans notre choix. Finalement, on s'est quand même lancé. Et on sera à même de répondre du coup aux questions de toutes les familles Tout à fait. sur ce sujet. Parce que peut-être qu'on est une famille franco-thaïlandaise, mais les enfants ne parlaient pas du tout thaïlandais avant de déménager. Hormis bonjour, merci, les filles ne connaissaient pas du tout le thaï. Elles l'entendaient un petit peu avec leur grand-mère qui habite en France. Mais quand elles sont arrivées en Thaïlande, c'était tout nouveau pour elles. Finalement, comme quand toi, tu es arrivé je pense qu'on avait plus peur pour les enfants que les enfants ont peur d'eux-mêmes de cette nouvelle environnement. On avait vraiment cette crainte-là. Et d'ailleurs, en parlant des enfants, c'est le premier inquiétude qu'on a eue, c'était la scolarité, n'est-ce pas? Parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait les mettre.
dans une école française, le lycée français. Enfin, on appelle le lycée français ici, mais en fait, ça couvre quand même depuis élémentaire jusqu'à fin de secondaire. Hein. Donc, c'est quand même un grand cursus pour un nom qui s'appelle lycée français. Mais à l'époque, la plus grande, c'était maternelle. Donc, c'était pas nécessaire d'aller au maternel, au lycée français. Donc, on avait privilégié, en fait, l'entreprise à laquelle j'étais salarié, donc pour Alstom. Et on avait trouvé une école pas trop loin, n'est-ce pas, à côté de ce building. Et c'est comme ça que on avait cherché depuis la France, évidemment. Alors, quand on a décidé de déménager tous les 4, c'est venu d'une discussion entre Can et moi, où on s'est dit, principalement moi, voilà, on habitait à la campagne, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'avais arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. On n'avait pas un très large choix d'activités, même s'il y en avait quand même quelques-unes. On s'était installé dans une petite routine. J'avais envie d'avoir quelque chose de nouveau. Et un jour, je lui dis, viens, on déménage, on va s'installer ailleurs. J'ai regardé, il y a des offres d'emploi parce qu'on a tous les deux enfin, lui, il a un diplôme d'ingénieur et moi, j'ai un bac +5 dans tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité et environnement dans les entreprises. Donc, on peut trouver du boulot assez facilement à l'étranger. Un peu partout, oui. Voilà. Et donc, je lui dis, regarde, j'ai trouvé des offres. Alors, au début, je lui ai proposé Dubaï et Bangkok. Et donc, on avait un petit peu hésité à ce moment-là. Donc, toi, tu n'étais pas trop d'accord de partir au début? Moi, j'étais bien à ma campagne. En Bourgogne, on était bien, on avait notre maison, barbecue tout l'été, avec des amis, la famille. La famille à côté, les Donc, amis. c'est sûr, c'était pas facile de sortir de cette zone de confort. Mais il le fallait parce qu'on avait 2 enfants. On avait... honnêtement, on pourrait être bien, mais on trouvait qu'on sera mieux ailleurs. Et puis, on voulait changer quand même notre environnement par rapport à toute cette atmosphère en France qui montait et on le sentait. On sentait que c'est de pire en pire, en fait. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, on va pas rentrer dans ce détail, mais ça nous a vraiment poussé à partir. En plus, en faisant nos recherches sur comment ça se passe pour les familles dans d'autres pays, donc on a regardé notamment Dubaï et Bangkok qui offrent quand même une qualité de service qui est incroyable comparée à la France. Donc là, on s'est facilement imaginé déménager avec les enfants, partir, etc. Donc Kanchai a commencé à postuler à plusieurs offres. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il avait aussi postulé dans une ville proche de chez nous à un autre emploi pour avoir un salaire un peu plus élevé. Et donc, en fait, il a passé les entretiens et pour partir à Bangkok dans la même société pour laquelle il travaillait, donc le ferroviaire, et dans une autre entreprise à proximité de chez nous en France. En fait, le salaire était identique, mais la localisation n'était pas la même. Tout à fait. Tu te souviens? Je m'en souviens. Ça a été un gros point de questionnement pour nous parce qu'on s'est dit, est-ce que finalement, pour le même salaire, est-ce qu'on reste en France en sachant qu'on garde notre maison, la scolarité des filles. Voilà, la plus grande avait commencé à aller à l'école, donc c'était tout tracé, c'était facile. La deuxième allait avoir 1 an. Voilà, on savait qu'on pouvait trouver du travail facilement, on avait nos amis, notre petite stabilité. Ou est-ce qu'on cassait tout ça et on déménageait? Et la méthode qui nous a fait choisir entre rester ou partir, je m'en souviens, ça venait de toi. Tu nous as dit, allez, viens, on prend une feuille A4. On prend une feuille A4, on prend un stylo et on fait le pour et le contre. On fait le pour et le contre. Et on avait vu qu'on avait, on avait plus de pour partir, on va dire, que de rester. Même s'il y avait aussi des avantages, hein, évidemment. Il y avait les avantages comme famille, comme amis, comme notre quotidien, zone de confort. On est bien, on est salarié. Voilà. Mais il y avait quand même plus d'opportunités pour se désarraciner et venir soit en Thaïlande, soit à Dubaï à l'époque. Mais c'était vraiment plus la Thaïlande qui était un avantage parce que forcément, je suis thaïlandais, ça aide. Oui. Ça aide, mais c'était pas gagné d'avance pour certains sujets. Notamment tout ce qui est juridique, visa pour les enfants surtout. Les enfants, même pour toi. Du coup, ce qu'on a dû faire, c'est qu'une fois qu'on avait choisi
dans quel pays s'installer. Donc, toi, tu as postulé aux offres d'emploi, tu as passé 3 entretiens. Un entretien en thaïlandais, un entretien en anglais, un entretien en français, tu te souviens? Ouais, c'est vrai. C'était quand même intense, Incroyable. 3 entretiens en 3 langues, dans 3 langues différentes. Et finalement, donc, on a eu la bonne nouvelle, tu étais sélectionnée, on pouvait partir à Bangkok. Et on avait 3 mois pour, pour tout vendre et On pour avait déménager. 3 mois, top chrono. Ah, là, c'était le stress quand Ah même. ouais. C'était la maison, il fallait le vendre. Oui, Bon, ça va, fallait vendre toutes les c'était parti quand affaires, même assez vite. Donc faire toutes les démarches oui, administratives. nos vêtements. Mm. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on avait à la maison, c'était, il y avait beaucoup qui servait à rien. Oui, c'est vrai. On a Et en tout fait, mis, c'est là aussi que tu te rends compte qu'il y a plein de questions qu'on s'était pas forcément posées avant de déménager. Non, Parce que c'est vrai. forcément, on savait que voilà, il faudrait trouver une école, il faudrait trouver un logement, une assurance, etc. On avait les grandes lignes. C'est ça. Mais en 3 mois, on n'a pas pu préciser notre projet comme on le voulait C'est exactement. que ça. Et donc, quand on est parti, juste pour la petite anecdote, moi, j'avais toujours pas de visa. C'est clair. Et rappelle combien de minutes tu l'avais avant de monter dans l'avion? Je l'ai reçu juste avant qu'on embarque. Parce que, en Allez, fait, 5 minutes avant, quoi. ouais, on avait vendu toutes nos affaires. La petite n'était plus scolarisée. C'est bon, l'inscription à l'école, c'est qu'il n'y avait plus école. On vivait chez les parents de Kanchai. Bah oui, parce qu'on avait réussi à vendre la maison On avant. n'avait plus de voiture. Là, on rigolait, mais sur le coup, on rigolait vraiment Ouais, on rigolait pas. On était très stressés. Et à l'époque, moi, j'avais pas assez de connaissances parce que j'étais ingénieur ferroviaire, pas comme aujourd'hui. Et donc, j'avais pas cette connaissance. Et c'est vrai que j'aurais préféré d'être mieux accompagné ou être Mais accompagné oui, tout bien simplement, sûr. en fait. Hein. Parce qu'avoir un visa au dernier moment, à 5 minutes avant, Mm. c'était stressant. Donc, j'ai dû appeler un avocat, je crois, qui était ici, à Bangkok. Mm. Il m'avait rassuré, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Au pire, venez en visa touriste, enfin, exemption de visa, du coup. Et le jour où on refait tout, et madame ressortira du pays, elle reviendra et il y aura aucun problème. Donc, ça nous a quand même soulagé d'entendre cette solution-là. Néanmoins, on aurait préféré l'avoir avant de partir Bien sûr. pour éviter tout ce gestion logistique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des enfants, on a tout vendu, on ne pouvait pas rester ou changer le billet d'avion. Il y a la question du budget aussi. Parce que faire tout ce qui était administratif, ça nous a coûté environ 400 €. Parce qu'on a dû tout faire dans l'urgence. Les traductions, alors on envoyait les documents en traduction à une traductrice. Il fallait un document assermenté. Voilà. On a assermenté. Ensuite, il fallait légalisation Mhm. de l'ambassade thaïlandaise. Et ensuite, pour finir, il fallait que les documents soient tamponnés par ministère des Affaires étrangères. Donc, On a fait que envoyer des documents, des documents Donc, en français, des quoi documents en traduction, C'est ça. des documents qui retournaient au ministère des Affaires étrangères, plus les déplacements à Paris, à l'ambassade thaïlandaise, donc, avec TGV, les enfants. etc. Oui. Ouais. Vraiment, en fait, on n'avait pas prévu un budget de relocation, on va dire. Hein. Mm-hmm. Et maintenant qu'on l'a fait, bah, on peut effectivement conseiller ou suggérer un budget avant de partir. En plus, on a fait aussi les passeports. Pour les filles. Les passeports des enfants. Parce on a dû qu'elles demander la nationalité thaïlandaise parce qu'on Oui. l'avait toujours pas fait. Donc, je sais maintenant comment demander la démarche pour avoir la nationalité thaïlandaise pour les enfants qui ont un des parents qui sont thaïlandais, évidemment. C'est ça. Mais par contre, si on n'est pas du tout, on n'a pas les parents thaïlandais, c'est très difficile, voire impossible de demander la nationalité thaïlandaise. Hein. Je préfère le préciser. Mais il y a toujours des solutions, évidemment, mais c'est très, très compliqué. Et donc, quand on a pris l'avion, on est parti avec 5 valises, une poussette, Oh là là. un bébé d'1 an et une petite fille de 3 ans. Oui, on n'avait rien envoyé par la flotte, comment on appelle ça ni par avion, ni par bateau, on va dire. Donc, c'était vraiment que notre valise touriste de 35 kilos chacun, je crois. Oui, je crois. Oui. Je crois qu'on avait droit à 20 et on a monté à 35 ou 30, je ne m'en souviens plus. Donc, voilà. En plus, c'était dur de se séparer des affaires des enfants. Pour moi, c'était le plus difficile. Tu te souviens, on avait ramené 2 valises complètes, c'était que des affaires pour les filles. Des jouets, des livres, parce qu'on savait qu'on ne trouverait pas forcément des livres en français tout de suite. C'est clair. C'est clair. Heureusement qu'on a encore la famille qui sont en France, qui vient nous rendre visite tous les ans. Et du coup, ils apportent justement les livres en français pour les enfants. Les poupées qui chantent en français. Voilà, la nourriture. Les bons fromages. Enfin bref.
Alors, pour la question du quartier dans lequel on s'est installé dans un premier temps, en fait, on a fait simple. Nous, donc, on habitait à la campagne, on habitait à 5 minutes de l'école et à 10 minutes en voiture du travail. Donc, on voulait basiquement retrouver le même schéma en s'installant à Bangkok. C'est ça. Voilà, on était un petit peu débutants parce que maintenant qu'on le sait, c'est compliqué d'avoir un logement à 5 minutes de l'école et à 10 minutes du travail. Faut être très, très chanceux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quadrillé une zone sur Google Maps. Voilà, on a mis le bulletin du travail de Kansai. On a regardé quelles écoles il y avait autour déjà. On a trouvé pas mal d'écoles, très chères. Et ensuite, on a regardé s'il y avait des logements. Donc, en fait, voilà comment on a fait pour trouver un appartement. Et ensuite, Kansai a contacté des agents immobiliers. Donc, les agents immobiliers, comment je les ai contactés? En fait, sur Internet, majoritairement. Sauf que les agents immobiliers, j'ai testé un peu les deux. J'ai testé les anglophones, les francophones et puis aussi les Thaïlandais. J'avais cet avantage-là. Et peut-être que même que... Du coup, j'ai fini par trouver, justement, choisi des agents immobiliers thaïlandais qui nous ont conseillé en fait un building vraiment à côté de là où il y avait nos enfants à l'école. Et c'était vraiment pratique parce qu'on était à 5 minutes à pied de l'école, 10 minutes à pied, même pas, de là où je travaille. Et ça nous a vraiment facilité la vie. Donc, les agents immobiliers, c'est vraiment primordial, je trouve, pour se dégager du temps pour qu'on puisse s'occuper de notre expatriation et qu'eux, ils s'occupent de la partie logement. C'était génial, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est simple de trouver un logement avec 2 chambres lorsqu'on est une famille de 4 personnes? Simple, oui, parce qu'il y en a. Mais plus complexe, parce que c'est pas un budget que tout le monde peut se permettre, je trouve. Certes, on a tendance à comparer les prix de la location par rapport à la France parce que c'est un pays qu'on connaît. Donc, on va forcément trouver moins cher. Néanmoins, je trouve que c'est un budget parce que je suis aussi thaï et je connais le prix du marché. Donc, je voulais trouver un compromis entre on va dire, l'entrée de gamme et un certain standard pour nous, quoi. Parce que c'est bien beau de se déraciner de la France. Et si c'est pour serrer la ceinture et vivre dans un petit trou à souris, je trouvais que c'était dommage. Donc, on avait alloué un certain budget qui était environ 800 ou 900 euros, je crois, Oui, 800 euros. à cette époque-là. C'était pas très grand, c'était pas non plus trop petit. Parce qu'il faut pas oublier qu'on était 4. Donc, il fallait mettre les enfants dans la même chambre. On n'avait plus ce luxe où c'était une chambre par personne. Parce qu'on avait vu qu'entre un T1, T2, T3, c'était vraiment hors de prix. Au moment où tu montes à 2 chambres et ensuite 3 chambres. Oh là là, surtout dans la zone où on voulait habiter. Dans la zone où on habite, en fait, c'est succombe vite, on peut le dire. Et c'est vraiment très, très cher. Très, très cher. Fallait même ajouter au moins 100 000 Thai baht si on voulait passer de 2 chambres à 3 chambres, quoi. Donc voilà comment c'était par rapport aux agents immobiliers. Alors, on est parti pour une année de location. Mais Kansai, avant qu'on déménage, il avait déjà le souhait d'acheter un nouvel appartement. Oui. Donc, il a contacté des agents immobiliers pour voir s'il y avait des opportunités pour nous d'acheter un logement avec 2 chambres dans une zone qui pourrait correspondre à une famille. C'est ça. Et honnêtement, c'était... Bon, je pense que beaucoup diront que c'était un pari risqué parce que voilà, on ne connaît pas. Tout de suite, vous achetez. Alors oui, on a acheté. En plus, on n'a pas acheté sur un projet fini. On a acheté sur un condo qui était en off-plan. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un risque quand même qu'ils ne se finissent pas de construire. Mais voilà, moi, j'ai faisais confiance non seulement à mon agent immobilier et en plus, je faisais aussi confiance à mon intuition parce que je savais que cet développeur qui était, c'était un des top développeurs en Thaïlande. Et donc, je me disais que le risque qu'il ne finit pas le condo, c'était quand même... minime, même si il y avait le Covid juste avant. Je savais qu'il allait prendre du retard comme chaque projet. On est dans la gestion de projet tous les deux, on sait ce que c'est. Mais j'étais persuadé que le projet allait se terminer et que le risque, certes, il existe, mais que ça valait le coup. C'était un pari quand même risqué. On l'a fait et aujourd'hui, on est vraiment très heureux parce qu'il a pris énormément de valeur. Il a pris au moins 3 millions, je crois, depuis.
Donc, on est de Thai baht, tout à fait. Donc, on a, comme Audrey l'a dit, on a fait de la location pendant 1 an sur un building, sur un condominium. Puis ensuite, on a déménagé chez nous, tout simplement. On a fait la déco, on a mis les meubles, on a fait ce qu'il fallait. Donc, c'était un emplacement qui était plus près du métro Arrien, plus grand, hein, avec une pièce de plus. Bref, c'était top. Donc, aujourd'hui, on est vraiment très heureux. Quand on est arrivé en Thaïlande, on a fait une erreur de débutant. C'est de comparer les bahts avec les euros. Et donc, le conseil qu'on peut donner justement à ces personnes qui s'expatrient, c'est vraiment se mettre dans le mode, voilà, on est dans un autre projet, on tourne la page et on est en mode travailleur. On est en mode où on entreprend, ou que ce soit entrepreneuriat ou bien salarié. Et c'est pas des vacances prolongées. C'est vrai, tu te souviens, oui. Comme tu disais, j'ai l'impression d'être en vacances. On avait l'impression d'être en vacances. Et c'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent ça quand ils viennent s'installer mais en Thaïlande. Au début, ils nous disent, mais on dirait des vacances. Mais oui, parce qu'on a des services incroyables, on a la nature pas chère, on a tout à portée de main. Et c'est le piège. C'est le piège, oui. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, on est tout le temps au sauna, au jacuzzi, en salle de sport. Oui. Et il n'y a rien qui nous disait non, vous êtes en train de travailler en fait, réveillez-vous. Mais oui, donc il faut faire attention. Les budgets, ça peut partir très vite, n'est-ce pas? On peut manger pour 2 € dans un street food, comme on peut manger pour 500 € à un seul repas. Donc il faut faire très, très attention au budget. Et je pense qu'il faut vraiment allouer un certain budget selon de profil, si on est seul, web entrepreneur, ou en couple, ou à 3 avec un enfant, ou plusieurs avec plusieurs enfants. Et je pense que la première chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, c'est l'école, pour moi. Alors, si je devais parler maintenant de l'environnement de travail entre la France et la Thaïlande, c'est que l'environnement à laquelle j'étais en France, forcément, tout le monde parlait français. Il y avait certes des personnes qui étaient là parce qu'ils sont internationaux, parce que je travaillais dans une multinationale. Et en Thaïlande, et là, c'était pas un choc culturel pour moi, parce que je suis thaïlandais, mais dans le milieu professionnel, fallait que je switch le français à anglais, voire thaïlandais. Il faut savoir que oui, je parle anglais, mais j'avais un anglais comme la plupart des Français, avec l'accent bien strong à la française. Et mon thaïlandais, en fait, même si je parle thaï avec ma mère, ça reste un langage plus ou moins familier, pas du tout professionnel. Et pour couronner le tout, en fait, nous, on vient du nord avec ma mère. Donc, j'ai vécu quand même 12 ans dans le nord de la Thaïlande. Donc, j'avais l'accent du nord, quoi. Donc, c'était pas c'était du thaïlandais du nord. C'était quasiment une autre langue, en fait. C'est presque comme la langue Isan, qui est à l'est. Mais nous, on avait une autre langue qui est le nord, qu'on appelle Prasanua. Et donc, j'avais vraiment cet accent-là avec ma mère. Et j'ai jamais travaillé, en fait, dans un milieu avec des Thaïlandais, tout simplement. Donc, il fallait que je me réadapte, que je change mon langage oral par rapport à ça. Mais sinon, la plupart du temps, c'était en anglais, honnêtement. Les gens viennent principalement sur site, ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail à distance Ah, alors, c'est vrai qu'en France, moi, j'étais dans un site de production, d'accord? Donc, il y avait... c'était beaucoup de relations terrain. Certes, le TAD, travail à distance, était autorisé, mais vu que j'avais le site de production et que j'étais responsable qualité à l'époque, il fallait que j'aille très souvent, en fait, en prod, quoi. Alors qu'à Bangkok, c'est un bureau d'études. C'est un bâtiment de 12 étages avec que des bureaux d'études. Et donc, forcément, les travails à distance pouvaient se faire. Mais j'aimais bien quand même ce rythme d'aller au travail. Et de toute façon, comme tu le sais, j'ai emmené notre première fille à l'école. Et je marchais pour aller travailler directement au bureau. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on avait droit à 2 voire 3 jours de TAD par semaine. Une autre différence par rapport à la France, c'est les congés payés. Ou les annual leaves, comme on appelle ça en anglais. C'est vrai qu'en France, on est bien. Hein.
on avait minimum 5 semaines de congés payés. Mais si on devait cumuler avec les RTT, on était arrivé facilement à 8 semaines de congés payés. Enfin, 8 semaines, sans parler des public holidays. Des jours fériés, pardon. Des jours d'ancienneté. Exactement. Ça se cumulait. En plus, on pouvait le mettre dans un compte. Puis compte épargne. Compte épargne. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Mais en Thaïlande, c'est pas du tout le cas par rapport à ça. Donc ça, c'est, on va dire, si on devait faire le pour et le contre, bah forcément en Thaïlande, on a beaucoup moins. Donc on a que 2 semaines de congés payés par an. Sauf pour les gens qui ont 5 ans d'expérience. Là, ils commencent à avoir 3 semaines de congés payés. Donc vous voyez, il y a déjà une différence par rapport à ce temps de repos, on va dire, et de vacances. Autre aspect, c'est le jour férié. En Thaïlande, il y a énormément de jours fériés. Et heureusement, du coup, pour les salariés, on compte environ minimum 18 jours. Oui. Si je ne me trompe pas, entre 18 et 21. C'est énorme parce que, en fait, la Thaïlande, elle se base sur 3 aspects. Elle se base sur la royauté, hein, c'est une monarchie constitutionnelle. Elle se base sur sa nation, voilà. Et elle se base sur la religion qui est le bouddhisme. Donc il y a les 3 types de jours fériés basés sur ces 3 aspects. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Tu peux nous parler un petit peu de l'école ? Quand on a choisi l'école pour Prani, du coup, elle avait 3 ans à l'époque, donc elle avait déjà fait une petite section de maternelle en France. Elle avait même commencé la moyenne section de maternelle, puisqu'on avait déménagé au mois d'octobre, donc elle avait déjà commencé l'année scolaire française. Donc on a cherché une école sur Internet. On a trouvé de belles écoles. Ensuite, bien sûr, on a regardé pour tout ce qui est programme français. Mais quand on a vu le prix de l'école maternelle française à 10 000 € l'année, bon, on s'est dit, est-ce que 10 000 € sans les déplacements ? Sans les déplacements, oui, sans les repas. Les repas, sans les activités extrascolaires, effectivement. On s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre alternative ? Quand on a déménagé, on avait 2 semaines pour trouver un logement et une école avant que Kansai ne recommence à travailler. On voulait absolument faire toutes les recherches tous les deux. Déjà de une, parce que ça facilite quand quelqu'un parle en thaïlandais. Pour la compréhension, c'est beaucoup plus simple parce que parler en anglais avec les personnes qui font les visites dans les écoles, on n'est pas forcément certain de tomber sur une personne qui parle déjà très bien anglais. Puis en plus, c'est pas notre langue maternelle. Autant à moi qui viens visiter l'école que la personne qui me fait la visite. C'est clair. Donc du coup, c'est toujours un petit peu compliqué au démarrage. Donc, on voulait absolument trouver l'école avant que Kansai commence à travailler. Oui, donc, on a fait plusieurs visites. En une semaine, on a visité 5 écoles. Ah oui, c'était énorme. Plus on visitait les écoles, plus c'était cher. C'est vrai. Plus le budget était élevé. Mais il y avait vraiment de tout. Hein. On a visité des super écoles. Il y avait des écoles anglophones, mais australiennes. Il y avait une école thaï, privée. Celle-là, on ne l'a pas visitée tout de suite. On avait d'abord visité que des écoles internationales. Oui. On a visité une école, dehors. Oui, voilà, une école donc, dehors. Donc, les enfants passaient la majorité du temps dehors. Donc, nous, on est rentrés avec une dizaine de piqûres de moustiques chacun. Mais l'école était super. Il y avait, en fait, le programme, à chaque fois, le programme scolaire était génial. Il y avait de la natation, il y avait du sport, au moins une fois par semaine, avec un gymnase qui était hyper bien aménagé. En fait, tout justifiait le prix. Et on s'est quand même questionné de mettre ce budget-là parce que nous, on a 2 enfants. Donc, ça voulait dire que dans quelques années, on aurait dû prévoir le même budget pour notre deuxième fille clairement. Et on n'aurait pas pu. Clairement, on n'aurait pas pu. Mon seul salaire ne pouvait pas couvrir tout le monde, en fait. C'était vraiment très, très difficile et frustrant à la fois parce que je me dis, mais comment on peut faire ? Parce que même avec le calcul, si Audrey travaillait, on ne pouvait même pas couvrir la scolarité de nos 2 enfants. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve une solution. Fallait rebondir, quoi. Du coup, en fait, la solution, c'est que j'ai cherché... en fait, je me suis dit, mais comment font les Thaïlandais ? C'est pas possible. Ils ne vont pas dans les écoles internationales. Ils ne peuvent pas tous payer ce prix-là. C'est pas possible. Et donc, du coup, en fait, j'ai cherché comment on disait école maternelle en Thaï et j'ai copié-collé la traduction dans Google Maps. Et c'est là que j'ai trouvé plein d'écoles. Et ensuite, j'ai filtré sur école
ensuite, j'ai filtré, oui, sur école privée. Et comme ça m'a sorti une liste en fait d'écoles à proximité de l'endroit où on voulait habiter. Bon, on est allé visiter l'école. On n'avait pas forcément eu de chance le premier coup parce que quand on avait appelé, il n'y avait pas de place. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en Thaïlande, le calendrier scolaire n'est pas du tout le même que français. Donc finalement, la rentrée des classes ne se faisait pas en septembre, mais la rentrée des classes s'était faite depuis le mois de mai. Donc il y avait déjà 6 mois de cours qui étaient passés. Et donc nous, on arrivait en milieu d'année. Et on a eu de la chance, c'est qu'en fait, en octobre, dans le calendrier scolaire thaïlandais, il y a 1 mois de vacances. Parce qu'en fait, c'est du semestre, tout à fait. Oui. En fait, le juillet-août en Thaïlande, ça correspond à mars-avril. C'est pour ça que la rentrée, c'est mai. Et nous, on fonctionne en semestre, donc tous les 6 mois. Donc à partir de mai jusqu'à du coup octobre, on fait une petite pause et après on reprend en novembre. Et donc du coup, nous, on est arrivé en octobre, donc pile poil pour ces vacances scolaires. Et en fait, l'école nous a rappelé 2-3 jours après pour nous dire, finalement, il y a une place de libre pour la petite section. Donc Prani a refait 6 mois de petite section, mais 6 mois de petite section dans une école thaïlandaise, avec des cours d'anglais supplémentaires. Et donc là, au niveau du budget, on n'était plus à 10 000 € l'année, mais à 4 000 € l'année. Donc ce qui reste quand même un budget, mais bien moins conséquent qu'une école internationale. Tout à fait. Et t'en es contente ? Oui, moi j'aime trop cette école. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment content de la qualité de l'école. Et on voit les autres copains, copines et le niveau en fait de leurs parents. Quand on voit les voitures, quand ils ramènent les enfants, on voit tout de suite que en fait, c'est des enfants des personnes qui sont médecins, qui sont bien, ils sont issus des familles favorables, favorisées, je pense. Et néanmoins, il y a quand même des côtés où tu n'étais pas contente par rapport à l'école thaï, parce qu'ils ne faisaient pas d'efforts par rapport à l'anglais, non, tu disais ? En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous inscrivez vos enfants dans une école privée thaïlandaise, c'est que les professeurs ne parlent pas forcément anglais. Tous, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que pour échanger avec eux, c'est compliqué. On échange via Line, qui est l'équivalent de WhatsApp ici en Thaïlande. Donc, les professeurs écrivent souvent, d'ailleurs, et au démarrage, envoyaient beaucoup de photos, ce qui était hyper rassurant. Mais si vous êtes en direct pour échanger avec le professeur, c'est tout de suite plus compliqué. C'est seul, on va dire, l'inconvénient. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde ne peut pas forcément s'inscrire dans une école thaïlandaise. Il faut vérifier les conditions parce que justement, à cause de ça, du fait que les professeurs ne parlent pas forcément anglais, parfois il est demandé d'avoir au minimum un parent qui est thaïlandais pour inscrire son enfant dans l'école. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier aussi avant de faire les visites. Donc nous, on a cette chance parce qu'on peut inscrire les filles dans des écoles thaïlandaises puisqu'elles ont la nationalité thaïlandaise, mais ça va pas être le cas pour tout le monde. En ce qui concerne l'adaptation de Prani à l'école, donc Prani qui, je le rappelle, parlait pas thaï et parlait pas anglais, on a eu une semaine qui était assez compliquée parce qu'elle pleurait les matins pour pas aller à l'école forcément, parce qu'elle avait pas d'amis, parce qu'elle comprenait pas ce que les personnes lui disaient. Et donc quand je vous dis une semaine, c'est aller peut-être 4 ou 5 jours, voilà, vraiment pas plus, parce que ensuite elle a rencontré une amie à l'école, une amie comme elle. Donc c'est une petite fille chinoise. Voilà, qui est installée en Thaïlande avec sa mère. Et elle, pareil, elle parlait pas très bien le thaï. Donc, en fait, elles sont devenues copines toutes les deux. Et je pense elles se sont un peu entraînées. Une qui lui parle en français, l'autre qui répondait en chinois. Je sais pas comment ils font pour se comprendre, mais c'était génial. Et elles sont devenues meilleures copines comme ça. Et d'ailleurs, elle s'est fait aussi un autre copain, donc pareil, qui a une mère qui est thaïlandaise. Et du coup, son père qui est coréen, mais tous les deux venaient du Canada, donc ils parlaient en anglais principalement. C'est vrai. Et donc du coup, c'est assez marrant de voir à quelle vitesse elle a appris à parler et en thaï et en anglais. Ils apprennent trop vite, les enfants. Oui. Et elle s'adapte avec les camarades. Moi, je la vois de temps en temps à l'école. Un coup, elle va parler en anglais, un coup, elle va parler en thaï, et ils sont tous comme ça. Ils sont tous au moins bilingues, si ce n'est trilingues quand ils sont dans une famille comme la nôtre, où nous, notre langue principale, c'est le français à la maison. Donc elle apprend l'anglais et le thaïlandais en plus, donc elle parle 3 langues, finalement. Oui. Après, ce qui est intéressant avec le système scolaire aussi en Thaïlande, c'est que je trouve qu'on a beaucoup d'informations sur le programme scolaire. Tous les mois, nous, on reçoit un formulaire qui nous explique tout ce qui va être vu par l'enfant au cours du mois. C'est clair. Alors
pour moi, c'est un peu compliqué parce que tout est en thaï et je dois tout traduire, ou Kanchai doit me faire la lecture. Mais du coup, c'est quand même rassurant de savoir ce que son enfant fait à l'école. On a aussi des rapports hebdomadaires sur tout ce qui s'est avec des passé photos, vidéos. pendant la semaine. On a un rapport écrit, on a des photos, on a un groupe Facebook avec le professeur qui met toutes les photos de la semaine, donc c'est photos et vidéos. Donc c'est plutôt rassurant en tant que parent. On voit que son enfant joue, s'adapte, apprend de nouvelles choses. Et du coup, ça nous enlève un petit peu un stress. Ensuite, quand on est arrivé, moi, je gardais Soumali à la maison. Donc, on a essayé de chercher des nounous. Oui. Et là aussi, c'est assez compliqué. Parce que du coup, soit vous passez par des agences, mais vous allez avoir des prix un petit peu plus élevés. Soit vous inscrivez votre enfant comme en France, en fait, dans une garderie, à condition qu'il y ait de la place. Et les tarifs peuvent être aussi élevés que le prix d'une école maternelle. Donc c'est un peu compliqué. Et si vous cherchez une nounou par vous-même, donc ça va être par le biais des recommandations ou sur Facebook, des groupes par Facebook exprès de recherche de nanny, de nounou, d'aide ménagère, etc. Alors voilà, vous allez rencontrer différentes personnes, mais il faut savoir que du jour au lendemain, en fait, elle peut ne pas revenir. Tout à fait. C'est culturel aussi, ça. Oui. De partir du travail du jour au lendemain. Oui, s'ils trouvent des offres plus intéressantes ailleurs, ils peuvent ne plus revenir, mais au moins on nous prévient, enfin, ou pas, si on leur demande pas. Nous, on avait reçu un SMS, tu te souviens, elle avait fait une journée. Une journée, elle nous avait dit, moi, je ne reviendrai pas. Ah, bon, bah, ok. Soit on recommence, soit finalement, on abandonne cette idée. Ouais, c'était dur. Ouais, nous, on a abandonné l'idée. On s'est dit, bon, je vais garder la petite jusqu'à ce qu'elle rentre, du coup, qu'elle puisse rentrer en nurserie dans la même école que Prani. Si vous cherchez une école en Thaïlande, il y a plusieurs systèmes, plusieurs programmes scolaires. Donc, comme on l'a énoncé, nous, on a le français, forcément. Il y a des écoles maternelles françaises. Il y a le lycée français qui démarre de la maternelle et qui va jusqu'au baccalauréat. Vous pouvez les retrouver principalement dans les grandes villes. Parce que je ne suis pas sûre qu'à la campagne, il y ait un choix au niveau des écoles françaises. Surtout françaises, oui. Dans les grandes villes, il y en a Chiang Mai, Pattaya, Bangkok, Phuket, Samui. Donc du coup, si vous voulez vous installer en campagne ou dans une ville un petit peu moins populaire, moins grande ville, vous avez quand même l'option de scolariser vos enfants avec le CNED. En payant un tutorat privé si vous ne voulez pas vous-même faire l'école à la maison. Ça existe. Il y a quand même beaucoup de professeurs de français. Oui, j'ai vu. Nous, on avait hésité, tu te souviens, quand on avait pris l'école thaï au début, on s'était dit, bon, si vraiment on veut qu'elle apprenne un peu plus le français, on prendra un professeur particulier parce que vous avez du choix, en fait. Il y a des personnes qui viennent en Thaïlande pour devenir instituteurs de français, donc c'est assez facile à trouver. Oui, il y en a vraiment beaucoup, oui. Ça, c'est une niche. Hein. Vraiment, si vous êtes professeur de formation et que vous cherchez à enseigner dans les institutions privées ou à monter votre entreprise d'aide aux devoirs, etc. Ici, en Thaïlande, c'est vraiment, c'est vraiment bien vu, en tout cas. Après, pour le système français, donc nous, il n'y a pas seulement le critère du prix qui nous a fait ne pas inscrire nos enfants dans un système français, c'est aussi que notre projet à long terme, c'est de rester en Thaïlande. Donc on s'est dit, pourquoi les inscrire dans un système français si c'est pour rester en Thaïlande? Parce qu'on n'a pas pour objectif de retourner en France. Et en fait, la plupart, nous on a fait plusieurs rencontres ici, et la plupart des personnes qui inscrivent leurs enfants au programme scolaire français, ce sont des personnes qui envisagent par la suite des études ou en Europe ou en France, en fait, dans des grandes écoles. Ou pour les vrais expatriés qui ont un contrat pendant 3 ans ou 5 ans ou plus, et forcément, ils doivent retourner dans le système scolaire français. Exactement, ou changer de pays. Mais donc, c'est pour ça qu'ils placent leurs enfants dans une école française. Exactement. Et c'est normal. C'est normal. Mais nous, pour notre cas, on a vraiment réfléchi pour notre cas où ça y est, on s'est déraciné, on veut rester en Thaïlande. Peut-être que l'avenir nous dira où on sera plus tard, mais pour l'instant, c'est en Thaïlande. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi pour nos enfants de prioriser la culture thaï, la langue thaï. En fait, j'ai bien précisé la culture thaï parce que je voulais vraiment qu'ils aient un mindset de Thaïlandais, qui comprennent ce que c'est la culture thaï, les différents fêtes et la coutume. Je veux pas qu'ils
voilà, qui manquent de respect aux Thaïlandais, aux locaux. Des exemples tout bêtes, hein, rentrer dans une maison, ils ont oublié de se déchausser, toucher la tête à un enfant, alors que c'est hyper mal vu et mal poli ici en Thaïlande. Euh, voilà, c'est vraiment la priorité. Surveiller comment on s'habille, surtout, c'est pas. Voilà, c'est très important pour nous, quoi, de tous ces aspects-là. Mhm. Après, il y a aussi le système britannique, le programme britannique. Donc, nous, on s'est posé la question aussi. Hein, on s'est dit, pourquoi C'est vrai que c'est pas, top, ça aussi. du coup, faire majoritairement de l'anglais. Mais en fait, ce qui nous pose souci à nous, personnellement, en tant que parents, à chaque fois qu'on veut inscrire nos enfants dans une école internationale, c'est le niveau de langue thaï, qui est quand même très peu présent. Il y a 2 ou 3 heures par semaine et on trouve que c'est pas suffisant, surtout quand on veut s'installer sur du long terme en Thaïlande. C'est ça. Après, encore une fois, si l'objectif est de partir s'installer dans un autre pays par la suite, où l'anglais est majoritaire, prioriser ce système, ce programme scolaire britannique. Tout à fait. Donc nous, là, on s'est reposé la question des écoles, parce que l'école maternelle, c'est bientôt fini. Il va falloir passer au niveau primaire, Oui. à l'élémentaire, voilà. Donc là, en ce moment, on est en plein dans les recherches d'écoles. On a regardé principalement des écoles thaïlandaises, du coup, puisque... comme dit précédemment, le niveau de langue thaï n'est pas suffisant selon nous. Donc, on préfère s'orienter sur une école thaïlandaise avec un programme bilingue, ouais. Exactement, avec un programme bilingue anglais. Voilà, pour que nos filles, du coup, puissent parler de façon fluide anglais et thaïlandais. Et donc, on envisage d'inscrire les enfants dans une école qui a quand même une très bonne réputation en Thaïlande. Alors, juste pour vous donner une information, ne venez pas forcément les mains dans les poches quand vous voulez inscrire vos enfants au-delà de la maternelle. C'est-à-dire qu'il y a un test d'entrée à passer. Oui. Donc, les enfants doivent être préparés. Et certaines fois, on prépare les enfants à ces tests d'entrée 1 an à l'avance. Parce que les places sont limitées. Tout à fait. 1 an à l'avance. Avec l'école actuelle, les professeurs peuvent donner des cours supplémentaires après l'école. Donc, c'est notre cas. On a demandé de rajouter 3 heures par semaine par rapport à ça, en plus du week-end, parce qu'on a de la chance d'avoir une personne de notre famille qui est professeur. Donc, parce que dans cette école où on souhaite l'inscrire, c'est une école thaï, certes, mais ils en prennent que 100 par an. Et donc, c'est vraiment là où on voudrait que nos enfants y aillent, quoi, tout simplement. Donc, pensez-y quand vous venez vous expatrier en Thaïlande. Voilà, nous, on avait 2 semaines pour trouver une école, mais c'était une école maternelle, donc c'était quand même relativement facile. Mais si c'est un niveau un peu plus élevé, anticipez bien les choses, parce qu'il y aura sûrement des tests d'entrée. Et surtout, n'inscrivez pas vos enfants dans une école sans l'avoir visitée, avec vos enfants, sans être sûr qu'ils veulent bien y aller. Parce que si je peux vous donner un exemple personnel, nous actuellement, on a perdu 20 000 bahts parce qu'on avait décidé de changer d'école maternelle pour être plus proche de pour que l'école soit plus proche de notre nouveau logement. Et en fait, notre fille a jamais voulu aller dans cette école. Donc, du coup, on s'est rétracté. Mais on avait déjà payé les frais d'inscription pour 6 mois de scolarité. Et ces frais-là, pour l'instant, on les a pas récupérés. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, soyez sûrs de vous quand vous commencez à payer l'école, parce que très peu vont vous rembourser par la suite. Et 20 000 bahts, ça équivaut à quand même 500 €. Quel est le profil type que tu vois, que tu rencontres, qui veut s'expatrier en Thaïlande au cabinet dans lequel tu travailles? Oui. Alors, la plupart du temps, ce sont des web entrepreneurs, des entrepreneurs, des retraités. Honnêtement, ce sont les 3 types de profils que je vois le plus, qui viennent nous rendre visite le plus, parce qu'ils ont des besoins spécifiques par rapport à leur profil de vie, quoi. Donc, les web entrepreneurs, par exemple, eh bien, ce sont les gens qui vont venir s'enseigner sur le DTV, parce qu'ils trouvent que s'installer en Thaïlande est pratique pour eux. Il y a des cafés partout pour travailler, ne serait-ce que dans leur condo déjà. Les condos sont géniaux pour travailler dans les espaces coworking, par exemple. Les entrepreneurs, donc il y a tout type d'entrepreneurs, ceux qui veulent monter des sociétés, des usines, des restaurants, des shops de façon générale. Donc ça, c'est vraiment ceux-là aussi qui viennent nous voir. Et enfin, le 3e type, c'est les retraités, comme je disais tout à l'heure, puisque ils ont besoin ils ont une rente, ou parfois ils viennent avant avoir leur pension.
Et ils peuvent, au moment où ils ont plus de 50 ans, ils peuvent avoir un visa retraite ici en Thaïlande. Donc, ils en profitent pour venir nous voir au cabinet et qu'on facilite cet aspect administratif et juridique. Tu m'as parlé du visa DTV. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quels sont les requis? Bien sûr, les visas DTV, c'est assez récent, hein. DTV, ça veut dire Destination Thailand Visa. Donc, c'est sorti depuis juillet 2024. Et c'est rigolo parce que c'est exactement l'année où on a lancé Siam Expat. Et entre-temps, on a réussi à justement aider à s'expatrier plein de Français francophones pour venir s'installer en Thaïlande avec ce visa-là. Et ce visa, il y a plusieurs types de profils. Donc, nous, on aide majoritairement les digital nomades. D'accord? Digital nomades, il y a plusieurs visas des digital nomades. Il y a DTV, mais il y a aussi LTR. D'accord? Que je parlerai peut-être un peu plus tard. Mais d'abord, DTV, ça donne à la personne de rester en Thaïlande 5 ans. Mais par contre, ils doivent travailler, comme je disais tout à l'heure, en mode digital marketing. Enfin, en remote worker. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir leurs fournisseurs ou clients qui sont hors Thaïlande. En général, les Français, ils ont ouvert leur micro-entreprise. Donc forcément, ils peuvent se délocaliser en Thaïlande pour profiter du coût de la vie qui est bas par rapport à la France et tout en travaillant à distance. Mais il y a aussi d'autres types de profils qui peuvent faire le DTV, comme le soft power, donc tout ce qui est cuisine thaï, tout ce qui est boxe thaï, sport national. Voilà. Mais par contre, rien ne les garantit qu'ils auront 5 ans. Parce qu'il faut comprendre les autorités thaïlandaises, lorsque vous venez pour apprendre la boxe thaï, la culture thaï ou même la cuisine, bah, ils se disent, mais pourquoi est-ce que je vous donnerai 5 ans? Donc c'est pour ça que, dépendant des profils, on peut vous donner 6 mois ou 1 an ou même 5 ans, c'est possible, mais il faut vraiment justifier. Donc c'est vrai que là, je travaille pour Benoît Partners, donc c'est un cabinet d'avocats international. Je suis là-bas en tant que directeur général, mais je m'occupe aussi spécifiquement à la tête du département visa et administration thaïlandaise. C'est-à-dire que toute personne qui ont besoin de visa pour rester en Thaïlande sur du long terme, je suis là pour les aider. On trouve une solution pour le profil, pour la personne, en fonction de ses revenus, en fonction de ce qu'il fait, et peut-être même aller plus loin en fonction de ce qu'il veut faire en termes d'optimisation fiscale. D'accord ? Et donc ça, c'est une chose. Mais on a aussi d'autres départements, évidemment. Et on a le département corporate, donc pour monter des sociétés en Thaïlande ou offshore, comme Singapour et Hong Kong. Pareil pour le compte bancaire, offshore aussi. Troisième département, c'est évidemment le property. Donc property, c'est tout ce qui est gestion immobilière. Les personnes souhaitent acheter des condominiums, acheter des maisons, des villas, des terrains. On trouve une solution avec ces personnes. Et ces personnes peuvent aussi avoir besoin du service compta. Donc ça, c'est le troisième département, donc la comptabilité. On propose aussi également cela. Et enfin, non, c'était le quatrième département, pardon. Voilà. Donc on fait 4 types de services. Mais sinon, bah, en dehors de ces 4 départements, on fait aussi tout à l'heure, comme j'ai déjà dit, l'optimisation fiscale pour des personnes souhaitant optimiser leur fiscalité, tout simplement. Et ça, c'est la spécialité de Maître Benoît, qui est mon partenaire au cabinet. Est-ce que tu recommandes de créer une société en Thaïlande lorsqu'on arrive? Alors, est-ce que je recommande d'ouvrir une société en Thaïlande lorsqu'on arrive en Thaïlande? Honnêtement, je trouve qu'il est important de prendre son temps avant d'ouvrir sa société. Même si on est sûr de notre coup, même si on a le feeling, eh bien, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il est important d'étudier d'abord le terrain, de faire un vrai business plan avant de monter une société thaïlandaise. Parce qu'il n'y a pas que l'avantage, il y a aussi les inconvénients. La Thaïlande est un pays très nationaliste, très conservateur, et donc il y a les lois qu'il faut respecter, notamment la loi de 4 Thaïs pour 1 non-Thaï. Donc vous êtes français par exemple, eh bien vous devez embaucher 4 Thaïlandais si vous devez travailler. Vous pouvez être juste investisseur, il n'y a pas de problème, mais au moment où vous travaillez en tant que directeur, en tant que manager,
en tant qu'employé, tout simplement. Ça n'est pas encore pour quel secteur. Vous devez employer 4 Thaïlandais. Voilà. Donc, il n'y a pas que des avantages. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle de création d'entreprise? Mon expérience personnelle de ma création d'entreprise, nous en avons 2. Donc, une qu'on avons, on va dire, une entreprise que j'ai échoué, enfin, personnellement, que j'ai arrêtée, et une où c'est en cours, c'est Siam Expat avec toi. Donc, je vais commencer par parler du VR, donc le business VR que j'ai fait et que j'ai arrêté, que j'ai stoppé. Tout simplement parce que je voyais trop grand. Je sentais vraiment le business niche. Je pensais vraiment que les Thaïlandais étaient des geeks et qu'ils allaient tous venir jouer aux jeux vidéo VR. Et donc, je voyais les choses tellement grands que j'ai pris une salle très grande. Il avait au moins 200 mètres carrés. Je mettais 10 machines minimum. Vous savez, des tapis qu'on peut se déplacer à 360 avec le casque VR, avec des écrans partout, des sofas, des canapés, même un café. L'endroit était vraiment sympa, il était joli. Il était même à côté d'une université en plein centre-ville de Bangkok. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et les gens qui venaient, c'était des expats qui ont vu sur Google, des touristes aussi, majoritairement, mais très rares des locaux. Et pourtant, j'étais à côté de l'école. Donc, j'ai mal fait mon business plan. J'ai voyé trop les choses en grand. J'aurais dû commencer petit afin de payer moins cher les locaux. Et voilà. Donc, mais c'était une bonne expérience parce que j'ai pu justement voir ce que c'est un business physique. J'avais jamais réalisé ça auparavant. J'ai toujours été toute ma vie salarié. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. C'était peut-être un échec par rapport à ce business VR, mais pour moi, j'ai beaucoup gagné en expérience. J'ai beaucoup appris et c'est la raison pour laquelle j'ai énormément développé justement Siam Expat par rapport à ça. Et j'ai aussi aidé à développer Benoît Partner dans l'aspect juridique par la suite. Est-ce que tu peux me dire si c'est facile d'employer des Thaïlandais? Alors, on pourrait croire que c'est facile d'employer les Thaïlandais, mais c'est pas si facile que ça, dans plusieurs aspects. Alors, on va partir sur la partie légale, légite évidemment, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui prennent des prête-noms, des nominis. Alors, c'est pas du tout ce que je recommande. Et au contraire, même en ce moment, la Thaïlande chasse ce genre de business pour vérifier que ce sont des vraies personnes et pas des nominis. Donc, les nominis, c'est que lorsque vous prenez, par exemple, en bas de la rue, des Win Motosai, et on leur demande gentiment de nous prêter sa carte d'identité moyennant de l'argent afin qu'ils rentrent dans votre société et en fait c'est pas des vrais employés tout simplement, mais c'est pour couvrir en fait le 4 employés taille pour un taille. Donc on va pas parler de ce genre de pratique parce que c'est pas du tout ce que je recommande et c'est interdit en Thaïlande, il faut le savoir et voilà. Donc ceci est dit, c'est que dans la partie légale c'est pas facile parce qu'en fait, en Thaïlande, il y a beaucoup de turnover. Il faut savoir qu'il y a énormément de turnover. Lorsque j'étais salarié ou même je suis aujourd'hui entrepreneur, on voit que les Thaïlandais ne restent pas très longtemps dans une entreprise, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Contrairement à la France, où j'ai beaucoup vécu en France, donc 25 ans quand même, donc je peux dire qu'en moyenne, on reste un peu plus longtemps. On reste pas 6 mois. En général, on reste, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être un peu moins, je sais pas, dans notre génération maintenant. Mais en Thaïlande, ils changent. Et surtout, ils peuvent changer au jour au lendemain si vous venez avec votre grand air de français, vous savez tout, et vous criez un petit peu, vous montrez que vous êtes arrogant, vous le rabaissez devant ses camarades. En gros, vous respectez pas la culture thaï. Ils peuvent très vite mal le prendre. Ils vont rien vous dire. Ils vont vous laisser parler. Ils vont vous laisser vous énerver. Mais par contre, le lendemain, ils sont plus là. Donc, il faut faire très attention. La Thaïlande, il y a des côtés positifs et négatifs avec les employés thaïlandais, mais il faut faire attention par rapport à la culture, à la langue. Donc, c'est plus facile si vous parlez thaïlandais, évidemment, mais c'est pas donné à tout le monde.
Néanmoins, il faut faire attention à la culture. Alors pour se déplacer à Bangkok en famille, quand on est arrivé, moi j'utilisais principalement les taxis. Donc Kanchai arrêtait un taxi dans la rue pour nous. Et moi je montais dedans et hop, la destination était déjà tracée. Ensuite j'ai essayé de le faire toute seule. Et c'est là que les choses sont un peu compliquées pour moi. Alors voilà, on va pas mentir sur la réputation des taximéteurs à Bangkok. Hein. C'est que voilà, je me faisais arnaquer clairement. Donc du coup, en fait, je vais vous raconter une anecdote, c'est que je prends un taxi, c'est une des dernières fois où j'ai pris le taxi et après j'ai téléchargé Grab. Donc je prends le taxi avec les enfants, donc elles étaient fatiguées, la plus jeune pleurait, pour rappel, elle avait 1 an à l'époque. J'avais la poussette à sortir du coffre, donc le chauffeur vient pour m'aider, donc je lui donne l'argent. Et en fait, il devait me rendre 50 bahts. Et en fait, il a profité du fait que je sois occupée avec les enfants, donc à gérer, déplier la poussette, poser le bébé dedans, sortir les affaires d'école, etc. Et il s'est sauvé. Il est parti Incroyable. sans rendre la monnaie. Donc voilà, après, partie de là, je me suis dit, bon, les taxis metteurs, j'arrête. Je télécharge Grab et je prends Grab uniquement. Donc très pratique, sauf que au début, parfois, je me trompais d'adresse, donc on arrivait au mauvais endroit. Je faisais pas forcément attention parce que quand on s'occupe d'un bébé en même temps, c'est vrai qu'on est vite déconcentré sur ce qu'on est en train de faire. Voilà. Après, petit à petit, ça s'est échelonné. J'ai pris les transports en commun, j'ai tenté de prendre le bus. Avec les enfants, c'est génial parce que les gens sont très attentionnés. Quand il y a plus de place, ils vont laisser la place pour les enfants. C'est clair. C'est même arrivé qu'en fait, quelqu'un prenne mes enfants sur ses genoux, donc une petite mamie qui avait pris les filles sur ses genoux, et donc moi j'étais debout, donc c'était super pratique. Pareil, on nous aide à descendre du bus, on nous aide à monter, à prendre tous les sacs, donc c'est génial. Et j'ai tenté ensuite tout ce qui est métro. Donc métro aérien dans un premier temps, hyper pratique avec la poussette, les ascenseurs sont toujours fonctionnels, c'est propre. Les gens font la queue Oui. avant de rentrer. Le métro souterrain, c'est la même chose, les ascenseurs fonctionnels, les gens qui aident, etc. Mais j'ai moins l'occasion de le prendre parce que métro souterrain, moi je l'utilise principalement quand on va vers des lieux très touristiques. Et ensuite, Kanchai m'a demandé de tester le scooter, le taxi Grab scooter. Donc dans un premier temps, je vous avoue que j'étais pas très rassurée, donc j'ai commencé à le prendre toute seule, à réserver sur Grab. Ensuite, j'ai vu que c'était quand même hyper pratique à Bangkok pour éviter les bouchons, et donc je le prenais de plus en plus. Au début uniquement quand j'étais seule, et ensuite je l'ai pris avec les enfants. Voilà, 1 enfant, 2 enfants. Ensuite, on prend l'habitude, on achète des casques pour tout le monde. Donc maintenant, les enfants prennent le scooter. Et en fait, à un moment, avec Kanchai, on s'est dit, bon, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'ai mon permis et que j'ai un scooter pour me déplacer avec les enfants? Oui. Et donc maintenant, c'est chose faite. Donc je prends le scooter avec les 2 enfants pour aller les chercher à l'école ou pour les emmener plutôt sur des courts trajets parce que j'aime pas trop rouler longtemps en scooter. J'ai encore quand même un peu peur et puis ça fait vite mal au bras avec 3 personnes sur un scooter. Et donc c'est Cannes qui m'a aidé à obtenir mon permis puisque du coup c'est un service qu'on propose avec notre société Siam Expat. Donc est-ce que tu peux juste du coup expliquer déjà qu'est-ce qu'on risque si on roule sans permis en Thaïlande et est-ce que c'est facile d'obtenir son permis de conduire voiture et scooter? Alors, qu'est-ce qu'on risque en Thaïlande lorsqu'on roule sans permis? Eh bien, c'est une infraction, tout simplement, et que l'officier peut vous demander une amende. Donc, l'amende varie entre 1000 bahts, 2000 bahts, ça dépend où vous êtes. Et en général, ça va dans la poche de l'officier. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et donc, sans permis de conduire, quand on vous arrête, c'est une chose. Mais si vous avez un accident avec une personne en face, que ce soit une voiture ou un scooter, ou même une poteau électrique ou un piéton, peu importe, eh bien là, vous n'irez pas du tout, même si vous êtes assuré par votre carte bancaire, ou même si vous êtes assuré ou pas du tout assuré, je ne sais rien, parce que voilà, ça dépend du formule que vous avez, eh bien l'assurance ne prend pas en considération, puisque vous n'avez pas de permis, justement. Donc, c'est comme si vous conduisez en état d'ivresse. Donc, même si vous avez une assurance, vous ne serez pas assuré parce que vous n'êtes pas censé conduire en état d'ivresse. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous n'êtes pas censé conduire sans permis. Et donc, ce serait pour votre pomme. Donc, j'ai déjà eu des cas où une personne a cassé un lieu public
il devait rembourser 1 million de Thai baht. Donc, ça fait quand même 26 000 euros à sortir. Donc, ça fait mal. Donc, ça, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Même pour les gens qui restent pas trop longtemps en Thaïlande, je conseille toujours d'avoir un permis international, un minimum. Et sinon, pour les gens qui habitent là sur du long terme, qui passent nous voir, tout simplement, et qu'on trouve une solution, soit par conversion, ou soit qu'on trouve une autre solution adéquate par rapport à son profil pour avoir un permis et rouler en toute légalité ici en Thaïlande. Tu peux m'expliquer ce que c'est la conversion de permis, s'il te plaît? Oui, la conversion de permis, c'est lorsque vous avez par exemple un permis de conduire français, tout simplement, et que vous souhaitez le convertir en permis thaïlandais. Et pour ce faire, nous, dans notre service de Siam Expat, on court chercher tous les papiers pour la personne. Donc, que ce soit la traduction assermentée, la légalisation par l'ambassade, voilà, on accompagne nos clients à la clinique pour faire les certificats médicaux, les certificats de résidence. Bref, on fait vraiment tout pour lui. On va chercher les tickets de file d'attente parce qu'en fait, en tant que non-Thaï, vous ne pouvez pas faire du walk-in directement au DLT. Donc, DLT, c'est tout ce qui est Department Transport Office en Thaïlande. Et on gagne du temps pour nos clients. Comme ça, il vient en une demi-heure, 1 heure max. Il vient, il récupère le permis par les autorités thaïlandaises. Il rentre chez eux. Il ne perd pas de temps. Il ne perd pas 1 heure. Il perd pas une journée ou voire 6 heures au DLT, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est une force que j'ai mis en place depuis 1 an avec Siam Expat. Donc récemment, un de nos clients souhaitait monter une société en Thaïlande, ici à Bangkok, en faisant une activité qui est café. Et sa spécificité, c'était avoir des animaux aussi dedans. Donc, chose que nous avons réalisée entièreté avec le Bono & Partners, donc le cabinet d'avocats. Nous avons aidé cette personne-là à monter la société d'une part, à s'enregistrer à la TVA, à société SSO, donc Social Security, sécurité sociale, et évidemment tout ce qui est visa non-B et le working permit. Cette personne-là avait aussi un autre français à mettre en tant que manager, mais cette fois-ci dans une autre ville. Donc on a dû faire une branche dans cette autre ville, et pareil, redérouler tout ce qui est enregistrement de TVA et SSO. Donc voilà, nous l'avons aidé pour le working permit, donc permis de conduire, permis de travail pour cette personne, en en proposant aussi des différents profils thaïlandais, et qu'ils l'ont tout simplement recruté en tant que femme de ménage, en tant que caissière, serveuse, etc., etc. Je vous raconte une histoire de plusieurs de mes clients qui m'ont demandé de les aider en leur demandant un non-B et un working permit dans un milieu du spectacle. Donc, ils devaient venir justement à Bangkok et produire un spectacle pendant 3 mois. Donc, chose que nous avons réalisée et que nous avons aidé à faire. Sauf qu'il y a une des personnes à l'intérieur qui est directeur, souhaite rester justement en Thaïlande pour gérer la troupe depuis la Thaïlande. Donc, nous avons réfléchi à une solution et nous avons trouvé que la meilleure des solutions pour elle, c'était le DTV, puisqu'elle pouvait manager à distance sa troupe. Sa troupe, ils sont au Brésil, ils partent en Angleterre, ils vont en France, il n'y a aucun problème. Elle peut les appeler, faire une visioconférence et gérer à distance. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un DTV, puisque le DTV autorise ce genre de business à distance. Et nous avons réussi au bout de 3 semaines, donc 15 jours ouvrés, à avoir son DTV. Concernant les retraités, en fait, on leur propose évidemment un visa non-O retraite, retirement en anglais, et c'est le visa, je trouve, le plus simple, le moins compliqué à avoir. Et donc, ça se passe en 2 phases. En général, la personne est en Europe, donc en France, admettons, et on demande d'abord un visa de 3 mois depuis l'ambassade à Paris, de l'ambassade thaïlandaise à Paris. Et donc cette ambassade autorise cette personne seulement 3 mois concernant ce visa.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que cette personne justifie soit qu'elle a une rente, une pension retraite qui tombe tous les mois, donc soit 65 000 baht qui tombent tous les mois, ou soit cette personne a 50 ans et qu'elle n'a pas encore une rente, mais elle a accumulé assez de richesses pour montrer qu'elle peut venir en Thaïlande. Et cette somme-là, elle est de 800 000 baht, ce qui correspond à peu près à 23 ou 24 000 euros. Et une fois que cette phase-là est réalisée, et une fois que cette personne est en Thaïlande, nous l'accompagnons à ouvrir un compte bancaire tout simplement en Thaïlande. Cette personne choisit n'importe quelle banque et nous l'accompagnons et nous l'ouvrons le compte bancaire avec le client. Ensuite, le client transfère cette somme de 800 000 baht sur le compte thaïlandais. On demande les différents types de justificatifs et papiers à la banque et ensuite on applique l'extension de 1 an supplémentaire, donc 12 mois, pour qu'il puisse rester en Thaïlande pendant 12 mois. Et chaque année, on le renouvelle. Donc, on le rappelle, voilà, dans 3 mois, votre visa va expirer. Est-ce que vous avez toujours besoin de notre service? Si oui, let's go, on va vous aider. Et en fait, on met ces personnes-là dans un groupe WhatsApp avec des personnes francophones, anglophones ou thaï. Ce sont nos employés. Ils sont avocats tous. Et l'avantage d'avoir des avocats en fait dans les groupes de discussion instantanés, c'est que vous êtes amené à être résident long terme en Thaïlande. Donc vous êtes amené à avoir des services. Vous allez avoir besoin, donc peut-être même, vous allez avoir peut-être du contentieux. C'est une chose que j'espère pas, mais c'est possible. Donc le fait d'avoir un ou plusieurs avocats dans un groupe déjà des discussions que vous a aidé pour les visas, c'est une grande aide, je trouve. Et c'est une force pour nos clients à nous consulter et on peut les conseiller facilement. Et ils ont la réponse assez rapidement puisqu'on a un temps de réaction qui est plutôt bien. Voilà. En moins de 48 heures, on répond assez rapidement. Est-ce que Grab est suffisant pour se déplacer à Bangkok? J'ai envie de dire oui et non. Ça va dépendre de ce qu'on fait en fait. Déjà, si on est une famille, c'est bien, ça dépanne, mais c'est pas suffisant. Admettons, c'est l'heure de pointe, vous devez aller chercher les enfants, vous n'avez pas d'autre moyen de transport que d'utiliser les transports en commun comme un taxi, Grab. Et ben là, ça va être tout de suite compliqué. Compliqué en termes de temps et compliqué en termes de budget. Parce que tout de suite, pour un petit trajet, vous allez être à minimum 200 bahts. Et en plus, en termes de délai d'attente pour avoir un taxi, ça va être énorme. Moi, j'ai déjà passé plus de 20 minutes, 30 minutes à attendre qu'un chauffeur arrive pour qu'il annule la course au dernier moment parce que finalement, il s'est rendu compte qu'il allait être encore bloqué dans les bouchons s'il acceptait de faire cette course pour moi. Et donc, du coup, tout de suite, c'est un stress en plus. Est-ce que je vais arriver à l'école à temps? Si j'arrive en retard, qu'est-ce qui se passe? Qui garde mes enfants en attendant? Est-ce que je vais avoir des frais supplémentaires? Tout ça, ça génère un stress. Et le fait de savoir que moi j'ai choisi l'option du scooter, mais on peut très bien choisir l'option d'avoir une voiture. Le fait de me dire que j'ai un scooter et que peu importe ce qui se passe, je peux aller chercher mes enfants, c'est hyper rassurant, je trouve. Et c'est dangereux de conduire un scooter à Bangkok, mais comme on est majoritairement dans les bouchons, c'est quand même beaucoup plus safe, je trouve, que de rouler extrêmement vite en voiture. Donc, vous allez vous faufiler entre les voitures. Les gens sont hyper respectueux, d'autant plus s'ils voient que vous roulez avec des enfants. Les gens vont faire encore plus attention à vous, en fait. On va pas trop vous coller, on va vous laisser passer. D'ailleurs, on vous laisse souvent passer quand vous êtes une femme avec des enfants sur un scooter. Voire même, on va vous aider à traverser les routes quand il faut faire des demi-tours. Souvent, moi, j'ai d'autres chauffeurs de moto qui arrêtent les voitures pour moi et comme ça, j'ai le temps de faire le tour avec ma moto. Donc, je dirais que c'est quand même assez pratique. Beaucoup plus pratique que de devoir dépendre d'un chauffeur Grab. Qui plus est, certaines fois, ils roulent très vite. Ils font pas forcément attention. Ils vous écoutent pas forcément quand vous demandez de ralentir. Donc oui, je trouve plus rassurant d'utiliser son propre moyen de transport à Bangkok. Ou des fois, ils ont pas de casque supplémentaire. Et rappelle-nous, l'autre jour, t'as mis combien de temps pour aller chercher les enfants pendant le trafic? J'ai mis 1 heure. 1 heure. Je suis restée 1 heure dans la voiture à attendre d'arriver à l'école. Alors qu'il y a combien de mètres? Je sais pas.
il y a peut-être 2-3 kilomètres, pas plus. Je sais pas. Donc 1 heure. Alors qu'en scooter, tu aurais mis combien de temps? Peut-être 20-30 minutes. Voilà. Aller-retour. Hein. Mm, mm. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais aussi pour les salariés. Je pense que je suis assez bien situé pour parler de ce sujet, puisque je suis rentré dans la chambre de commerce en tant que membre du conseil récemment, depuis mars. Donc, je côtoie beaucoup d'entreprises francophones, français, et notamment des multinationales qui souhaitent trouver des profils, donc des profils forcément français. Et je pense que même pour les personnes qui souhaitent venir s'installer en Thaïlande, trouver des emplois liés à leur spécificité, mais en tant que salarié, c'est possible. Il suffit juste de me contacter et je les mettrai en relation avec le service RH dans la chambre de commerce franco-thaï. Et puis, let's go. Quel conseil tu donnerais pour une expatriation réussie en famille? Alors déjà, se faire accompagner par des professionnels. Quoi d'autre? Peut-être préparer un budget alloué. Penser à la partie juridique, visa. S'entourer des personnes fiables, que ce soit des locaux ou français ou francophones. Quoi d'autre? Quand tu dis s'entourer de personnes fiables, c'est aussi en fait se créer un réseau. Tout à Alors, fait. soit avant de partir, soit une fois que vous arrivez, se créer un réseau de contacts français qui peuvent vous donner leur retour d'expérience, vous expliquer comment eux ont géré leur expatriation. C'est toujours bien d'avoir les histoires des autres pour affiner certains points de son projet et pour aussi éviter certaines erreurs, les erreurs classiques qu'on va tous faire et qui nous font perdre du temps, de l'argent et de la motivation C'est ça. pour notre projet d'expatriation. Pour ça, vous avez pas mal d'options. Vous pouvez contacter des groupes Facebook ou alors devenir adhérent à des associations ici à Bangkok ou en Thaïlande même généralement. Il y a notamment l'Alliance française et Bangkok Accueil qui me viennent en tête. Pour les familles, vous avez aussi Bambi qui est plutôt anglophone. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas que francophone. Hein. Il y a Oui. aussi énormément Tout ce qui est d'anglophones. anglophone. C'est sûr. Pour toutes les questions liées à la scolarité, on propose une offre personnalisée qui permet du coup de choisir la meilleure option pour vos enfants. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement donner une liste des écoles, puisque en Thaïlande, si on parle uniquement des écoles internationales, il y en a déjà plus de 450, ce qui est énorme. Donc ça vous ferait une belle jambe d'avoir cette liste. Nous, ce qu'on propose, notre valeur ajoutée, c'est vraiment qu'on va collecter vos besoins, on va collecter des informations sur vos enfants, sur votre projet à long terme. Et à partir de ça, en fait, on va définir une liste de potentielles écoles qui pourraient vous plaire. En fonction de votre budget aussi, du programme scolaire que vous souhaitez, si c'est plutôt français, britannique, si c'est tout ce qui est méthode pédagogique alternative du type Montessori, on peut aussi trouver des écoles dans ce sens. Aussi, on vous propose de faire des visites avec vous si vous ne vous sentez pas capable d'aller visiter une école parce que vous n'avez pas un bon niveau d'anglais ou parce que c'est une école thaïlandaise et il faut un Thaïlandais sur place. On propose de récupérer les documents d'inscription en amont pour vous. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut avant de vous expatrier pour faire votre choix. Voilà, c'est vraiment une offre personnalisée qu'on propose et on vous partagera bientôt sur notre site internet et nos réseaux sociaux des témoignages de familles qu'on a accompagnées dans leur choix d'école et qui sont d'ailleurs très satisfaites jusqu'à présent. Voilà, donc super. pour toutes les questions de scolarité, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un plaisir de vous contacter pour vous aider à trouver la meilleure option pour votre famille. Chez Siam Expat, on accompagne les Français qui souhaitent s'expatrier, que ce soit une famille ou des entrepreneurs. Et pour ce faire, on a plusieurs offres qui peuvent correspondre à plusieurs profils. La première, c'est un accompagnement personnalisé d'1 mois qui comprend du coup des appels en visioconférence, C'est ça. la rédaction de rapports personnalisés qui balayent différentes questions et différents besoins que les personnes ont. On met aussi à disposition nos contacts, donc les contacts qu'on s'est créés nous ici à Bangkok et plus généralement en Thaïlande, donc des contacts dans l'immobilier, pour tout ce qui est avocat, fiscalité, travaux. On a aussi construit ensemble
une deuxième option d'accompagnement. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier d'un accompagnement d'un mois, qui n'ont pas forcément besoin Physique, ouais. d'avoir, de nous contacter directement, on va dire, on a créé avec Kanshai une formation qui balaye du coup tout ce qui est expatriation. C'est ça, tous les sujets. Depuis la fiscalité, toutes les questions que vous allez vous poser sur les logements, sur les écoles, sur le quartier à choisir. L'entreprise, voilà, visa, tout ce qui est permis de culturel, apprentissage de la langue. Voilà. Voilà, on a balayé vraiment tous ces sujets dans notre formation et on la propose du coup sur notre site internet pour les personnes qui veulent soit du à la carte, qui ont besoin d'informations sur un sujet spécifique ou vraiment qui n'ont pas besoin d'échanger avec nous directement. C'est ça. Et comme Siam Expat est partenaire avec Benoît & Partners, on peut aussi vous proposer d'autres services. C'est ça. Donc, il y a des services, comme je l'ai déjà dit, la fiscalité. Nous proposons un pack résident fiscal où on donne tous les éléments des livrables tels que la tax ID, le certificat de résidence, enregistrement à l'ambassade française en tant que étranger vivant en Thaïlande. Donc tous ces documents, tout ce pack avec les vidéos du maître Benoît qui explique ce que c'est la fiscalité en Thaïlande, avec sa présentation en PowerPoint qu'il a réalisée pour l'ambassade française ici à Bangkok. Donc on donne vraiment tout type de documents et un accompagnement sur cette partie fiscalité pour devenir résident fiscal en Thaïlande. Évidemment, dans un cabinet d'avocats, on propose aussi l'accompagnement sur les visas, montée de société, que ce soit en Thaïlande ou à l'étranger, comme à Singapour et Hong Kong. Nous proposons aussi tout ce qui est service de comptabilité et pour finir, tout ce qui est gestion immobilière. Voilà. Du coup, pour nous contacter, vous pouvez utiliser notre site internet, donc siamexpat.com, ou alors utiliser nos réseaux sociaux directement via Instagram. Pour devenir résident fiscal en Thaïlande, en fait, il faut rester en Thaïlande de plus de 180 jours. Et pour ça, il faut avoir un visa adéquat, évidemment. On ne peut pas devenir résident fiscal avec un visa étudiant ou un visa touriste ou exemption visa, mais plutôt avec des visas long terme de type non-O, DTV, voilà. Au moment où on peut dépasser 180 jours par an, on peut devenir résident fiscal. Et quand on devient résident fiscal, on est assujetti donc à payer des taxes et donc il faut faire une déclaration fiscale en Thaïlande. Et pour faire une déclaration fiscale en Thaïlande, il faut ce qu'on appelle la tax ID, c'est un numéro unique de 13 chiffres pour pouvoir justement déclarer sa fiscalité. Et avec ça, vous êtes déclaré comme résident fiscal en Thaïlande. Vous nous demandez souvent si c'est important d'apprendre le thaï quand on s'expatrie en Thaïlande. J'ai envie de vous dire, oui. Ça va faciliter grandement l'intégration. Surtout si vous venez en famille et que vous avez des enfants qui vont ensuite apprendre le thaïlandais. Pourquoi ? Je vais vous raconter personnellement ce qui m'est arrivé. C'est que ma fille rentre maintenant avec des devoirs à faire. Et donc, étant donné que Can rentre assez tard du travail, c'est moi qui m'occupe de la partie devoirs à la maison. Et donc, les devoirs sont en thaïlandais. Donc, du coup, ça m'a donné la motivation d'apprendre, moi, à parler le thaïlandais, mais pas seulement à le parler, mais aussi apprendre à lire. Et en fait, le fait d'apprendre à lire, ça m'a permis d'apprendre à parler un peu mieux. Je m'explique. C'est qu'en fait, quand vous apprenez seulement avec le phonétique, vous allez devoir mémoriser quelle tonalité utiliser pour chaque mot. Alors que si vous apprenez à lire, en fait, avec les lettres, les accents et les règles d'écriture pour les tonalités, vous allez comprendre tout de suite comment prononcer le mot. Et en fait, ça facilite beaucoup l'apprentissage, je trouve. Et en fait, le fait d'avoir appris à lire en même temps que j'apprenais à parler, ça m'aide pour les devoirs de Prani, parce que finalement, j'arrive à lui faire ses devoirs et j'arrive à voir quand elle me dit, quand elle fait des erreurs, parce que voilà, ça reste une enfant, hein, elle a 5 ans, de temps en temps, elle ne veut pas faire ses devoirs. Elle les fait assez rapidement, elle me dit, oui, maman, c'est ça, toi, tu sais pas, moi, je sais, ça, c'est ça. Et je lui dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas cette voyelle-là, c'est faux. Prani, c'est pas comme ça qu'on prononce. Et du coup, ça apporte un autre échange aussi avec les enfants. Elle m'apprend et en même temps, je peux aussi être
Tout à fait. guide pour elles dans l'apprentissage de la langue thaï. Et Tu parlais de c'est assez parler drôle. et de lire, mais tu sais aussi très bien écrire, puisque tu sais Oui. mieux écrire que moi, hein. Plus joli que moi, l'écriture. Et tu peux nous dire un petit peu, est-ce que c'est dur pour un Français d'apprendre le thaï? Et combien de temps tu t'es mis? C'est en cours? Via quoi? Quelles sont Oui. les possibilités d'apprendre le thaï? Alors c'est dur, oui, c'est dur parce que la structure des phrases n'est pas du tout la même. Et en fait, moi, je m'en rends compte maintenant quand les filles nous parlent de temps en temps et qu'elles disent c'est la voiture à moi. Parce qu'en fait, dans la structure des phrases en thaïlandais, c'est comme ça qu'elle l'aurait dit. Sauf qu'en français, c'est pas du tout la même chose. On dirait c'est ma voiture. Enfin voilà. Et du coup, l'apprentissage est pas facile. Surtout que moi, j'ai pris une formation qui est en anglais. Mhm. J'apprends le thaï sur une base de l'anglais. Donc ça change encore une fois, la structure des phrases se ressemble un petit peu plus. Mais c'est vraiment sur ce niveau-là où j'ai de la difficulté et sur tout ce qui est tonalité. Parce qu'un mot peut s'écrire pareil, mais se prononcer de 5 façons différentes. Ce qui rend complexe l'apprentissage. Et en fait, au début, j'ai beaucoup hésité sur le fait d'apprendre à lire parce que je me suis dit, bah non, mais il faut que je sache parler comme il faut avant d'apprendre à lire, sinon bah, je vais avoir des difficultés. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis dit, bah voilà, les enfants, ils apprennent les deux en même temps. Ils apprennent à Les parler trois? et en même temps, oui, à lire et à écrire après si tu rajoutes l'écriture. Mais du coup, ils apprennent à parler, à lire, à écrire et sans forcément parler correctement, puisqu'on commence aller vers 3-4 ans à commencer à écrire son prénom sans vraiment savoir ce que c'est l'alphabet complet, etc. Et donc, du coup, j'ai pris ce même schéma. Pas, j'apprends comme si j'étais une enfant. Et du C'est coup, ce que tu conseilles? oui, c'est ce que je conseille. De pas se freiner et de se dire j'ai besoin que ce soit parfait avant d'avancer. Bah non, en fait. On apprend quelques mots, on apprend quelques phrases du quotidien, on se force à parler. C'est le plus dur aussi, parce que souvent on a honte de son accent. Donc se forcer à parler dans une autre langue, c'est compliqué. Après, moi, ce que je fais et qui m'aide beaucoup, c'est que je me filme ou je m'enregistre. Et du coup, comme ça, je vois où j'ai des difficultés à prononcer. Et aussi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne à lire des petits mots que je vois. Voilà, quand je vais prendre le métro, bah, je regarde un mot et puis pendant le trajet, j'essaye de le lire. Du coup, ça m'entraîne aussi à ne pas oublier ce que j'ai appris. Parce que si on ne pratique pas, on oublie quand même assez vite. Est-ce que c'est suffisant de parler que anglais en Thaïlande? Ben, ça dépend ce qu'on fait en fait. Si on reste dans tout ce qui est pour expatriés, lieux touristiques, l'anglais va suffire. Par contre, si on souhaite vraiment s'intégrer, faire des rencontres, discuter un petit peu plus quand on va faire ses courses au marché ou voilà, quand on est dans un taxi, discuter avec le chauffeur, ça se fera principalement en thaïlandais. Et donc, c'est bien d'avoir quand même certaines bases. Bien sûr. Surtout quand on sort des villes un peu moins touristiques. Pour conclure, si on devait donner chacun un message à des personnes qui veulent s'expatrier, donc du coup, pour le tien, ce serait quoi? Pour moi, ce serait foncer. Foncer, quitter votre zone de confort, quitter la France. S'il y a plus d'arguments de pour partir que de ne pas partir, évidemment, foncez. Ne réfléchissez pas plus, mais foncez et venez en Thaïlande, tout simplement. Et toi? Pour moi, si j'axe principalement le message sur les familles, parce que bah, du coup, moi, j'ai plus ce côté-là de gérer les enfants, etc. Je vous dirais de ne pas vous inquiéter pour eux, parce qu'en fait, ils s'adaptent très, très vite au changement. À partir du moment où vous leur expliquez ce qui se passe, vous les intégrez aux décisions, au changement, en fait. Voilà, ils participent à tout, à la recherche de logement, à l'apprentissage des langues, à la recherche de l'école, ils visitent l'école. Il apprend en même temps que vous, en fait, et n'ayez pas peur qu'il ne se sente pas bien. Ça va forcément aller pour lui. C'est surtout pour les adultes que c'est plus difficile parce que justement, comme tu le disais, on a notre petite zone de confort et on a peur de franchir ce pas. Les enfants vont pas avoir cette peur. Donc, allez-y. C'est clair.